Voici la mort mauvaise qui s'approche. Elle n'est pas loin. On ne peut pas la fuir. C'est ce que, depuis longtemps, ils veulent. Zeus est le fils de Zeus, flèche lointaine, qui, quelque temps, m'ont protégé avec bienveillance. Maintenant, mon sort me rejoint. Je ne veux pas mourir sans la gloire de m'être battu. Mais au fait, ceux qui viendront plus tard en entendront parler. Avant qu'il y ait des livres, il y eut des chants. Avant qu'il y ait des images, il y eut des voix. Le plus ancien récit de guerre de l'Occident n'est pas un texte. C'est un rythme, une cadence frappée sur le sol, transmise de bouche en bouche. Une pulsation archaïque, taillée pour survivre au siècle. L'Iliade est un poème de mort, mais c'est surtout un poème de mémoire. Car sous les récits modernes de guerre, sous les épopées guerrières du cinéma, une musique sourde continue de vibrer. Celle du chant d'Hector, d'Achille, de Troie assiégée. Ce n'est pas qu'un vieux mythe, c'est un schéma narratif inscrit dans nos manières de raconter le combat, le courage, la perte. Le cinéma, art de la lumière et du mouvement, n'a cessé de retrouver ce chant premier, parfois consciemment, parfois à son insu, dans les péplums comme dans les blockbusters guerriers, dans les récits de sacrifice et de vengeance. À chaque fois qu'un héros marche vers une mort inévitable sous le regard du monde, c'est cet écho antique qui revient. Mais au fait, ceux qui viendront plus tard en entendront parler. Dans cet épisode, nous allons descendre dans cette archéologie du chant, revenir aux origines, ce que le mythe raconte, d'où il vient, par quel détour il nous est parvenu, suivre sa lente mue, voir comment l'Iliade a traversé les siècles et avec elle une certaine idée de la guerre, de l'honneur, de la finitude humaine. Puis nous irons dans les salles obscures, non pour traquer le mythe plan par plan, mais pour comprendre comment il se dépose dans le langage des images, ce qui en subsiste, ce qui se transforme et ce que nos visions contemporaines de la guerre, nos peurs, nos récits, nos regards inscrivent à leur tour dans cette matière brûlante. Bienvenue dans Mythobobine, épisode 2, l'Iliade, la guerre n'a jamais pris fin. Notre histoire commence, ou plutôt se manifeste, au 8e siècle avant notre ère. C'est à ce moment qu'apparaît, dans la brume des origines, un nom, Homère. Mais Homère n'est pas une personne. Homère est une question. J'emploie le conditionnel à dessein, car tout vacille dès qu'on tente de le saisir. Homère, c'est peut-être un masque, peut-être plusieurs voix sous un seul nom, peut-être une invention du temps pour parler de ce qu'il ne peut pas comprendre. Il est plausible qu'il n'ait jamais existé. Et si c'est le cas, c'est encore mieux, car les figures inexistantes sont souvent les plus réelles. S'il a existé, on ne sait pas où il serait né. Proclose de Constantinople proposera une réponse lumineuse. Homère est citoyen du monde. Et cette phrase résume tout. Homère n'appartient à personne parce qu'il appartient à tous. Il n'est pas le produit d'une cité, mais d'un imaginaire commun. Il est ce point d'équilibre entre l'homme et le mythe, entre la mémoire et le chant. Homère est un naède, du verbe grec aido, chanter. Mais chanter à cette époque, ce n'est pas faire de la musique, c'est invoquer. L'aède est un médium, il transmet quelque chose qui le dépasse, une mémoire qui traverse son corps pour devenir voix. Son instrument, la forminx, n'est pas qu'une simple lyre, c'est un pont entre le visible et l'invisible. Les œuvres qui lui sont attribuées, l'Iliade et l'Odyssée, ne sont pas des textes. Ce sont des mondes oraux, des chants qui circulaient avant d'être fixés. Et c'est là que tout commence à se troubler. Comment une tradition orale peut-elle devenir écriture? Comment un souffle peut-il devenir pierre? Le poème iliadique aurait été mis par écrit au 6e siècle avant notre ère, soit plus d'un siècle après sa première apparition, c'est-à-dire plus d'un siècle après le moment où le verbe s'est figé. Et quand le verbe se fige, il commence à se perdre. Comme trop souvent, le corpus originel a disparu. Ce qu'il en reste, ce sont des fragments sur papyrus, datés du 3e ou du 2e siècle avant notre ère. Des éclats, des ruines de paroles. Et pourtant, ces ruines parlent encore. Pour retrouver l'œuvre sous une forme complète, il faut attendre le Moyen-Âge. Entre-temps, le texte a voyagé comme un fantôme, dispersé dans les mémoires, recomposé dans les marges, porté par des mains anonymes qui n'avaient pas conscience d'être les gardiens d'un monde disparu. Au Xe siècle, à Byzance, un scribe nommé Éphrem dépose une version grecque complète dans un manuscrit conservé aujourd'hui à Venise.
le Vénétus A. C'est un livre chargé de toutes les métamorphoses qu'a connues le chant d'Homère. Mais d'où vient ce texte? On l'ignore. On suppose, toujours ce mot supposer, comme si l'histoire n'était qu'une archéologie de suppositions, qu'Éphrem a travaillé à partir d'une compilation connue sous le nom de Vermaner Commentar, le commentaire des 4 hommes, Aristonicus d'Alexandrie, Didymus Calcentrus, Aelius Herodianus et Nicanor d'Alexandrie. 4 noms comme 4 portes, 4 voix qui, derrière leur érudition, prolongent la parole d'un maître oublié, Aristarque de Samothrace, grammairien et philologue du IIe siècle avant notre ère. Ces veilleurs de lettres n'ont pas seulement transmis un texte, ils ont tenté de préserver une vibration, et les notes marginales du manuscrit en sont les empreintes. Ce qui importe, ce n'est pas tant la liste des noms, mais le chemin tortueux qu'ils dessinent. Chaque étape de la transmission ajoute une altération. Le poème devient un palimpseste, un organisme composite où 1000 voix parlent à travers celle qu'on appelle Homère. Attribuer l'Iliade à un seul auteur revient à vouloir trouver le centre d'un cercle qui n'existe pas. Il n'y a que la rotation, le mouvement, le souffle. Le Vénétus A poursuit alors son destin au rythme de l'histoire du monde. S'il est aujourd'hui à Venise, c'est parce qu'il a fui Constantinople au XVe siècle, emporté par le cardinal grec Jean Bessarion, au moment où les armées ottomanes menaçaient la ville. C'est ainsi que le chant s'est sauvé, non par héroïsme, mais par migration. Puis, comme souvent, l'objet a été oublié. Le manuscrit a dormi plusieurs siècles, invisible parmi les rayonnages, avant d'être redécouvert à la fin du XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Gaspard d'Anse de Villoisson, un philologue français. En ouvrant le Vénétus A, il n'a pas seulement retrouvé un texte, il a réveillé un fantôme. L'Iliade reprenait souffle. On parle ici du parcours de l'œuvre originelle, mais le mot parcours est trop faible. Il s'agit plutôt d'une traversée, d'une transmigration, d'une odyssée. Car comme sa consoeur, l'Iliade ne cesse de renaître à travers ceux qui la lisent, la traduisent, la déforment, la rêvent. Le dormeur doit se réveiller. Il n'a pas fallu attendre la fin de la période moderne pour qu'on s'en empare à nouveau. Homère n'a jamais cessé d'être présent. Dès le 1er siècle avant notre ère, une Iliade latine circule déjà. Elle passe de main en main sans qu'on sache vraiment qui l'a traduite. Le nom du traducteur s'est perdu, et c'est très bien ainsi, car ce qui compte ce n'est pas la signature, mais le passage. Chaque traduction est une tentative d'incarnation, une métamorphose du verbe homérique dans une autre chair. Et plus le texte voyage, plus il s'enrichit de fantômes. L'Iliade, à travers les siècles, devient une matrice politique autant qu'un poème. Les dynasties y cherchent des ancêtres, les rois des mythes qui les justifient, les nations des origines qui les glorifient. Chaque pouvoir tente d'annexer Homère comme on annexe un territoire symbolique. Mais Homère échappe, toujours, car son chant ne parle pas d'un peuple, mais de la condition humaine. Au Moyen-Âge, des auteurs comme Benoît de Sainte-Maure ou Jacques Millet puisent dans son souffle pour nourrir leurs propres épopées. Ils ne font pas qu'imiter, ils prolongent le mouvement du mythe, le font muter dans une autre langue, une autre foi, un autre monde. Ainsi, l'Iliade devient un miroir dans lequel chaque époque contemple sa propre image héroïque ou son propre désastre. Et l'admiration ne s'arrête pas à l'Occident. L'écho du chant homérique traverse les mers et les empires. Une chronique rapporte un épisode singulier. Le sultan Mehmet II, celui-là même dont l'avancée sur Constantinople avait poussé Bessarion à fuir avec le Vénétus A, aurait voulu visiter les ruines de Troie. Lui, le conquérant, s'incline devant le souvenir des vaincus. Il aurait ainsi déclaré « C'est à moi que Dieu réservait de venger cette cité et ses habitants. J'ai dompté leurs ennemis, ravagé leur cité et fait de leur richesse une proie mysienne. En effet, c'étaient des Grecs, des Macédoniens, des Thessaliens, des Péloponnésiens qui jadis avaient ravagé cette cité, et ce sont leurs descendants qui, après tant d'années, m'ont payé la dette que leur démesure impie avait contractée alors et souvent par la suite envers nous, les Asiatiques. » Ainsi, l'Iliade devient plus qu'un simple chant. Elle se transforme en matrice symbolique, en récit fondateur d'un conflit qui dépasse son époque. Car derrière la guerre de Troie se rejoue éternellement une lutte entre deux visions du monde. Lorsque Mehmet II s'incline devant les ruines de Troie, ce n'est pas seulement un geste politique, c'est la reconnaissance que le mythe traverse les frontières et retourne les rôles. Les Grecs deviennent les barbares, les vaincus deviennent les justes, et le conquérant se découvre héritier des perdants. Tell them my story. Make every Greek know what happened here. You'll have a grand tale to tell. A tale of victory. Depuis lors, ce duel symbolique n'a jamais cessé.
s'est déplacé, mais il continue de vibrer dans les guerres, les dogmes, les empires. Sous ces vers anciens, l'Iliade contient déjà l'ombre de Byzance et l'annonce des croisades et du colonialisme. Le poème n'a pas seulement nourri la littérature, il a façonné la vision du monde occidental, son rapport au pouvoir et à la violence. Et peut-être que nous n'avons jamais cessé de rejouer cette guerre sous d'autres noms. Il faut ensuite attendre la période moderne pour que l'Iliade retrouve une nouvelle vie, non plus comme mythe, mais comme objet d'étude. Ce n'est plus la ferveur du chant, mais la rigueur du regard. Le poème devient texte, le texte devient document, et le document devient matière à science. C'est ainsi que commence, dans le silence des bibliothèques, l'ère philologique, celle où l'on ne cherche plus les dieux dans les vers, mais les variantes dans les marges. Nous avons déjà évoqué le travail de Villoison, mais il est un autre nom dont il nous faut parler. Friedrich August Wolff. En 1795, avec sa Prolegomena ad Homerum, il ose une idée impensable. Et si Homère n'avait jamais écrit ? Et si ce que nous appelons l'Iliade et l'Odyssée n'était que la cristallisation tardive d'un ensemble de chants oraux fixés par d'autres bien après leur naissance ? Le monde savant vacille. Ce que Wolff propose, ce n'est pas seulement une hypothèse philologique, c'est une révolution métaphysique. L'idée que le texte fondateur de la civilisation occidentale n'a pas d'auteur. Autrement dit, que la culture est née d'un chant collectif, anonyme, d'une mémoire commune plus ancienne que l'écriture elle-même. Nom de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. À partir de là, l'Iliade change de statut. Elle cesse d'être un monument pour redevenir un organisme. Chaque époque la démonte, la reconstruit, la relie selon ses obsessions. Les romantiques y voient le miroir de la pureté primitive, les modernes une machine poétique, les structuralistes une architecture du mythe. Mais à travers tous ces regards, une chose demeure, la vibration. Le poème résiste à l'analyse comme le feu résiste au scalpel. On peut mesurer les vers, compter les particules, tracer les filiations, mais jamais on n'épuisera ce qui brûle à l'intérieur. Mes frères d'épée, je préfère me battre à vos côtés qu'avec des milliers de soldats. Montrez notre férocité, montrez à l'humanité qui nous sommes des lions. Savez-vous ce qu'il y a, ce qui attend, par-delà cette plage? L'immortalité, prenez-la, c'est la vôtre! Nous ne cessons d'évoquer ce chant, comme si son contenu était un savoir universel. En vérité, peu de textes sont aussi mal connus que l'Iliade. On croit tous en connaître les grands moments, l'enlèvement d'Hélène, les exploits d'Achille, le cheval de bois. Pourtant, de ces trois éléments, seul le second est mis en vers par Homère dans l'Iliade. Car oui, l'œuvre ne couvre en réalité qu'un court moment de la guerre de Troie. L'Iliade s'ouvre sur une invocation. Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée. Détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros même elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, pour l'achèvement du dessein de Zeus. D'emblée, le sujet central de l'œuvre est présenté, celui de la colère, divine comme humaine, et de ses conséquences sans fin. Lorsque s'ouvre le récit, la guerre de Troie dure depuis déjà près d'une décennie. Par simplicité, on la présente souvent comme une guerre entre Grecs et Troyens. La vérité est bien plus complexe. Homère met en scène l'ensemble du monde dans lequel il évolue, celui du pourtour de la mer Égée. Ce sont deux blocs qui s'opposent, Occident contre Orient. À l'ouest, une grande alliance construite autour des Achéens rassemble toute une constellation de peuples. À l'est, la cité de Troie tient avec l'appui de ses nombreux alliés. L'Iliade se découpe en 24 chants qui couvrent une période chronologiquement courte et continue, 6 jours, à l'exception du dernier chant qui se déroule 12 jours plus tard. Nous n'allons pas reprendre ici les quelques 15 000 vers qui composent le poème. Il ne s'agit pas de raconter l'œuvre ligne après ligne, mais bien d'en rappeler les grands mouvements, ceux qui forment l'ossature du récit, ceux sur lesquels les adaptations cinématographiques vont s'appuyer ou prendre leur distance. Si vous souhaitez découvrir l'ensemble du cycle troyen dans toute sa richesse, je ne peux que vous recommander l'excellent documentaire Les Grands Mythes, produit par Arte et raconté par François Bunel. Disponible gratuitement sur YouTube dans un montage de plus de 4 heures, il retrace non seulement l'Iliade, mais aussi les récits qui l'entourent et le complètent, depuis les origines de la guerre jusqu'au destin des derniers survivants. Pour notre propos, contentons-nous du poème lui-même. Le récit s'ouvre sur une querelle. Agamemnon, chef de l'expédition grecque, s'empare de Briséis, captive attribuée à Achille. Pour le plus grand guerrier des Achéens, l'affront est insupportable. Il refuse désormais de combattre et se retire sous sa tente
entraînant avec lui les Myrmidons. À la boulette. Cette décision fait basculer la guerre. Privés de leur meilleur champion, les Grecs perdent progressivement l'avantage. Les Troyens, conduits par Hector, repoussent leurs ennemis jusqu'au navire. Les combats se succèdent, les héros tombent les uns après les autres, les tentatives de réconciliation échouent. Pendant ce temps, Achille demeure absent. Son refus de combattre devient le véritable moteur du récit. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Face à l'ampleur du désastre, Patrocle obtient finalement d'Achille l'autorisation d'endosser l'armure de son ami, afin de redonner courage aux Grecs. Son intervention renverse momentanément le cours de la bataille, mais elle s'achève tragiquement. Hector le tue sous les murailles de Troie. La mort de Patrocle transforme alors la colère d'Achille. Ce qui n'était qu'un conflit d'honneur devient une quête de vengeance. Réconcilié avec Agamemnon, Achille reprend les armes. Il massacre les Troyens, affronte Hector en combat singulier et finit par le tuer devant les portes de la cité. Dans un geste de fureur, il attache ensuite son corps à son char et le traîne autour des remparts, refusant de rendre le défunt à sa famille. C'est là que le poème change une dernière fois de registre. Le vieux roi Priam quitte Troie de nuit. Il traverse seul le camp grec et vient supplier Achille de lui rendre le corps de son fils. Qui es-tu? J'ai enduré ce que jamais un autre homme sur terre n'a enduré avant moi. J'ai embrassé la main de l'homme qui vient de prendre mon fils. Face à la douleur du père, Achille se reconnaît lui-même dans le souvenir de son propre père, Pélée. La colère s'éteint, le héros accepte, le corps d'Hector est restitué. Le dernier chant est alors consacré à ses funérailles. C'est ainsi que s'achève l'Iliade, non sur la victoire des Grecs, non sur le cheval de bois, non sur les flammes qui consumeront Troie, mais sur une trêve, un instant de silence au milieu de la guerre. Comme si Homère avait voulu rappeler que derrière les armées, derrière les héros et derrière la gloire, ce sont toujours les hommes et leurs tourments qui demeurent. Mais ce résumé reste incomplet. Il manque là un acteur essentiel de l'Iliade, les dieux. La guerre de Troie ne se joue jamais uniquement sous les murailles de la cité. À chaque bataille des hommes répond une bataille des immortels. L'Olympe devient une seconde scène où se rejouent les mêmes rivalités, les mêmes affrontements, les mêmes jeux d'alliance. Les camps sont d'ailleurs déjà constitués. Héra et Athéna soutiennent les Achéens, incapables de pardonner à Paris son jugement en faveur d'Aphrodite. Moi, quand on me marche sur le pied, on me dit pardon, et puis je réponds c'est pas grave, je suis pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. À leur côté se rangent Poséidon et Héphaïstos. Face à eux, Apollon protège les Troyens, tout comme Aphrodite qui veille sur Paris et Énée, tandis qu'Arès change plusieurs fois de camp au gré des interventions des autres divinités. Au sommet de cette mêlée, Zeus tente de maintenir un équilibre fragile, partagé entre sa volonté de respecter le destin et les sollicitations incessantes des autres dieux. Cette guerre divine ne constitue jamais un simple décor, elle agit constamment sur celle des hommes. Apollon déclenche la peste qui ouvre le poème. Athéna retient Achille lorsqu'il s'apprête à tuer Agamemnon. Aphrodite arrache Paris à son duel contre Ménélas. Poséidon encourage secrètement les Grecs. Apollon guide Hector et désarme Patrocle avant sa mort. Athéna trompe Hector au moment décisif de son affrontement contre Achille. Les dieux protègent, manipulent, conseillent, trompent, blessent et parfois combattent eux-mêmes sur le champ de bataille. Le destin des hommes semble ainsi constamment suspendu aux décisions d'êtres qui les dépassent. Et pourtant, l'Iliade ne fait jamais des héros de simples marionnettes. Les dieux infléchissent les événements, mais ils ne suppriment jamais la responsabilité humaine. Achille choisit de revenir combattre, Hector choisit d'affronter son destin devant les portes de Troie, Priam choisit de franchir le camp ennemi pour réclamer le corps de son fils. Les immortels déplacent les pièces sur l'échiquier, mais ce sont toujours les hommes qui doivent accepter d'en payer le prix. Cette double lecture est fondamentale. L'Iliade est à la fois une guerre entre les Grecs et les Troyens, et une guerre entre des dieux qui règlent leurs comptes à travers les hommes. Oublier cette seconde dimension, ce n'est pas seulement retirer quelques personnages, c'est transformer profondément la manière dont Homère et ses contemporains pensent le monde, le destin et la tragédie. Et c'est précisément ce que fera le cinéma moderne. Depuis ses premiers balbutiements, le cinéma n'a cessé de croiser la route de l'Iliade. Dès 1902, Georges Atteau met en scène le Jugement de Paris. Quelques années plus tard, Giovanni Pastrone s'attaque à la chute de Troie. Mais ses œuvres ne saisissent encore que des fragments du récit, une scène, un épisode, une image prélevée dans la vaste matière homérique. Il faut attendre l'âge d'or du péplum pour que le poème trouve enfin un écrin à sa mesure. Dans les années 1950 et 1960, l'Antiquité règne sur les écrans. Les studios reconstruisent des palais, dressent des temples, mobilisent des milliers de figurants.
L'Iliade bénéficie alors de plusieurs adaptations marquantes. Marino Girolami choisit la fidélité avec la colère d'Achille. Robert Wise, dans Hélène de Troie, remonte vers les origines du conflit. Giorgio Ferroni, lui, déplace le regard et raconte la guerre depuis les murailles troyennes. Puis le chant s'éloigne. Donc ils disparaissent, mais le cinéma tourne son regard ailleurs. Pendant près d'un demi-siècle, les grandes fresques antiques quittent le devant de la scène. La modernité impose ses propres récits, les studios abandonnent les héros de bronze pour d'autres mythologies. Et pourtant, sous la surface, quelque chose continue de travailler. À la fin des années 1990, David Franzoni se passionne pour l'Antiquité. DreamWorks lui donne les moyens de ses ambitions. Et c'est alors qu'en 2000, Gladiator envahit les écrans. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Le succès est colossal. Soudain, Hollywood redécouvre ce qu'il avait oublié. Le public aime les épopées, les héros tragiques, les empires qui s'effondrent, les récits plus grands que nature. Puis survient un second séisme. En 2001, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, démontre qu'il est désormais possible de porter à l'écran des mondes entiers, des batailles gigantesques, des légendes que l'on croyait inadaptables. Les verrous sautent, les limites techniques reculent, l'impossible devient envisageable. In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries, it has been sought by many and has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Dans les bureaux des studios, une question commence alors à circuler. Comment faire plus grand que Gladiator ? Comment faire plus spectaculaire que le Seigneur des Anneaux ? Comment trouver une histoire capable de rivaliser avec les plus grandes légendes jamais racontées ? Ouais, c'est pas faux. Et c'est là que le chant d'Homère fut de nouveau entendu, car la réponse se trouvait là depuis près de 3 millénaires. Une guerre qui mobilise le monde entier, des héros plus grands que nature, des dieux invisibles pesant sur le destin des hommes, une cité promise aux flammes. Oui, la solution était évidente. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. L'Iliade, toute l'Iliade, sur grand écran, avec des moyens à la hauteur de sa légende et un casting 5 étoiles. Mais adapter l'Iliade au début du XXIe siècle n'allait pas de soi, car Hollywood ne se trouvait plus dans le même monde que celui qui avait vu naître les grands péplums des années 1950. Entre-temps, quelque chose avait changé. À l'écriture, Warner Bros. Confie le scénario à David Benioff, alors jeune romancier et scénariste en pleine ascension. À la réalisation, le studio fait appel d'abord à Christopher Nolan et Terry Gilliam, mais seul Wolfgang Peterson accepte le projet. Le choix n'a rien d'anodin. Peterson n'est pas un spécialiste de l'Antiquité, c'est un cinéaste de la catastrophe. Le bateau, Air Force One, en pleine tempête. Depuis 20 ans déjà, il filmait des hommes confrontés à des forces qui les dépassent, des systèmes qui s'effondrent, des groupes enfermés dans des situations dont ils ne peuvent plus s'échapper. Autrement dit, il filme déjà des tragédies. Et c'est sous cet angle qu'il aborde l'Iliade, non comme un conte mythologique, mais comme une guerre menée par des hommes de chair et de sang, une guerre où les décisions politiques, les ambitions personnelles et les erreurs humaines suffisent à produire la catastrophe. The President's plane, Air Force One, has been hijacked. What do they want? They want General Radek released from prison. I will execute the hostage every half an hour. Dès les premières versions du scénario, une orientation apparaît clairement. Il ne s'agira pas d'une adaptation littérale d'Homère. D'abord parce que l'Iliade elle-même ne raconte qu'une portion relativement limitée du conflit. Or, le film veut raconter la guerre de Troie dans son ensemble, de l'enlèvement d'Hélène à la destruction finale de la cité. Pour construire ce récit, Benioff doit donc puiser bien au-delà d'Homère, dans l'ensemble de la tradition troyenne. Mais une autre décision plus radicale encore va définir l'identité du film. Les dieux disparaissent. Ou presque. Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Bien sûr, leur présence n'est jamais totalement effacée. Les personnages continuent de parler de destin. Ils prient, ils accomplissent des sacrifices. Ils vivent dans un monde où les dieux existent pour ceux qui y croient. Mais jamais Athéna ne descend sur le champ de bataille. Jamais Apollon ne détourne une flèche. Jamais Poséidon ne soulève les flots. Le moteur de l'action n'est plus divin. Il devient humain, terriblement humain. Retirer les dieux revient à modifier profondément la logique même du récit. Pourquoi faire un tel choix ? D'abord pour des raisons cinématographiques. Hollywood vient de démontrer qu'il est capable de représenter n'importe quel prodige visuel. Les armées numériques du Seigneur des Anneaux ont changé les règles du jeu.
Pourtant, Peterson ne cherche pas à rivaliser sur le terrain du merveilleux. Son ambition est ailleurs. Il veut convaincre le spectateur que cette guerre aurait pu avoir lieu, que derrière le mythe existe peut-être un événement historique, que sous les couches de la légende demeure une réalité humaine. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Cette approche rejoint d'ailleurs une tendance déjà présente chez de nombreux historiens et archéologues depuis le XIXe siècle. Chercher derrière les récits homériques les traces possibles d'un conflit de l'âge du bronze. Le film ne prétend pas évidemment reconstituer cette histoire avec exactitude. À l'instar du King Arthur de Foucault, il n'y a là aucun carton d'ouverture jurant adapter les dernières avancées de l'archéologie. Mais à la place, il adopte constamment ce point de vue. Et si les dieux n'étaient que la manière dont les anciens interprétaient des événements humains? Et si Achille n'était pas un demi-dieu, et s'il était simplement le plus redoutable guerrier de son époque? Cette volonté de démystification s'inscrit dans un contexte culturel particulier. Lorsque le projet entre en production, les États-Unis viennent de traverser le traumatisme du 11 septembre. Le monde occidental découvre brutalement son entrée dans un nouveau siècle, placé sous le signe de la guerre, de l'incertitude et de la vulnérabilité. Une réaction? On va le défoncer. On va défoncer tout le monde. Oui. Quelques années plus tôt encore, les grandes productions hollywoodiennes de catastrophes se terminaient souvent par un rétablissement de l'ordre, les héros triomphaient, les institutions tenaient bon. L'après 11 septembre introduit une tonalité différente. Les récits deviennent plus sombres, plus terrestres, plus préoccupés par les conséquences humaines de la violence. Troie n'est pas un film politique au sens strict. Il ne constitue ni une allégorie explicite des attentats, ni un commentaire direct sur les conflits contemporains. Mais il porte les traces de son époque. Ainsi, le film accorde une place importante aux motivations stratégiques et économiques de la guerre. Agamemnon ne part pas seulement récupérer Hélène, il cherche à étendre son pouvoir sur tout son environnement connu. Les soldats ont gagné cette bataille. L'histoire se souviendra des rois, pas des soldats. Les discours sur l'honneur masquent souvent des calculs beaucoup plus concrets. Les héros eux-mêmes apparaissent moins comme des figures idéales que comme des hommes prisonniers de leurs ambitions, de leur orgueil ou de leur réputation. Même Achille est traité sous cet angle. Dans l'épopée, sa grandeur provient en partie de sa proximité avec le divin. Chez Peterson, elle devient existentielle. Achille sait qu'il mourra. Il semble même être le seul à le savoir. Il sait que sa gloire lui survivra. Il choisit malgré tout d'avancer. La question n'est plus « que veulent les dieux ?» La question devient « que laisse un homme derrière lui lorsqu'il disparaît ?» Si tu restes à Larissa, tu vivras en paix. Tu trouveras une femme merveilleuse. Tu auras des fils et des filles qui auront à leur tour des enfants. Ils t'aimeront tous beaucoup. Après ta mort, ils se souviendront de toi. Et quand tes enfants seront morts, et leurs enfants après eux, on aura oublié ton nom. Si tu te rends à Troie, tu connaîtras la gloire. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom. Mais si tu te rends à Troie, tu ne reviendras jamais. Cette orientation explique aussi pourquoi Troie occupe une place si particulière dans l'histoire des adaptations mythologiques. Avant lui, le péplum avait souvent oscillé entre la fresque historique et le merveilleux assumé. Après lui, une grande partie des productions inspirées de l'Antiquité suivront la voie inverse. Le choc des titans, Immortals, God of Egypt ou encore 300 assumeront pleinement la présence du surnaturel et des créatures fantastiques. Troie demeure ainsi une sorte d'objet singulier, un blockbuster mythologique qui refuse le merveilleux, un film inspiré par les dieux mais qui ne les montre jamais. Comme si en ce début du XXIe siècle, Hollywood n'avait plus voulu raconter comment les dieux agissent sur les hommes. Comme s'il avait préféré raconter ce qui arrive lorsque les hommes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe de cette adaptation. En supprimant les dieux, Troie s'éloigne incontestablement d'Homère. Mais ce faisant, il révèle quelque chose d'autre. L'une des intuitions les plus profondes de l'Iliade. Car derrière les interventions divines, derrière les prodiges et les prophéties, Homère parlait déjà de la même chose. De la guerre, de la mort, de la gloire et du temps. De ce qui demeure lorsqu'une civilisation regarde ses héros disparaître. Foolish. What is? Worshipping the gods? The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Penchons-nous un peu sur le film, ou plutôt les films. Car oui, le 3 que vous avez vu n'est peut-être pas celui dont nous parlons aujourd'hui. Quoi? Mais vous nous avez jamais parlé de ça? Il en existe deux versions.
La première est celle sortie dans les salles en mai 2004, celle que le public découvre alors aux quatre coins du monde et qui engrange près de 500 millions de dollars au box-office, inscrivant définitivement les visages de Brad Pitt, Eric Bana et Orlando Bloom dans l'imaginaire troyen contemporain. Cette version dure environ 163 minutes. Mais en 2007, Wolfgang Petersen supervise une nouvelle mouture, le Director's Cut. Cette fois, le film dépasse les 3 heures. À l'échelle d'un blockbuster moderne, ce n'est pas une simple extension. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces minutes supplémentaires ne servent pas seulement à rallonger les batailles, elles modifient sensiblement l'expérience du film. Premier changement notable, la violence. Le Director's Cut est plus brutal, plus sanglant, plus physique. Certaines blessures sont montrées avec davantage de détails, plusieurs affrontements sont prolongés, le siège de Troie apparaît moins comme un spectacle héroïque que comme une entreprise de destruction totale. La chute de la cité est à la limite du soutenable. Dans la version cinéma, Petersen devait composer avec les contraintes commerciales d'une sortie mondiale destinée au plus large public possible. La violence demeure présente, mais reste relativement contenue pour un film de guerre de cette ampleur. Le montage long relâche cette contrainte. La guerre y apparaît dans toute son horreur, non plus romantique, mais bien humainement coûteuse. Mais les changements les plus intéressants concernent sans doute les personnages, car ce sont eux qui bénéficient le plus des scènes réintégrées. Le cas le plus évident est celui de Briseis. Dans la version cinéma, le personnage interprété par Rose Byrne apparaît parfois comme un simple pivot narratif reliant Achille aux Troyens. Son évolution existe, mais elle demeure relativement rapide. Le Director's Cut lui accorde davantage d'espace. Plusieurs scènes supplémentaires développent sa relation avec Achille et permettent de mieux comprendre la transformation progressive de leurs regards l'un sur l'autre. I've known men like you my whole life. No, you haven't. You think you're so different from 1,000 others? Soldiers understand nothing but war. Peace confuses them. And you hate these soldiers. I pity them. Trojan soldiers died trying to protect you. Perhaps they deserve more than your pity. Le résultat n'est pas une révolution, mais une nuance importante. Le personnage gagne en épaisseur et Achille avec lui. L'un des reproches régulièrement adressés au film concerne sa représentation du héros grec. Dans la version courte, Brad Pitt oscille parfois brusquement entre guerrier arrogant, philosophe désabusé et amant mélancolique. Les scènes restaurées permettent de mieux relier ces différentes facettes. On comprend davantage son rapport à la guerre, à la renommée et à sa propre mortalité. La figure du guerrier invincible laisse un peu plus de place à celle de l'homme conscient de sa fin prochaine. D'autres personnages profitent également de ce rééquilibrage. Les relations entre les membres de la famille royale troyenne gagnent en cohérence. Certains échanges entre Priam, Hector et Paris respirent davantage. Plusieurs motivations apparaissent plus clairement. Rien qui ne transforme fondamentalement l'intrigue, mais suffisamment pour que certaines décisions semblent moins abruptes. C'est d'ailleurs l'un des effets les plus visibles de cette version longue. Le récit respire davantage. La version cinéma est construite comme une machine de guerre narrative. Elle avance constamment. Chaque scène pousse vers la suivante. Chaque dialogue prépare une bataille ou une confrontation. Le rythme est redoutablement efficace, mais cette efficacité a un prix. Certains personnages n'existent que pour leur fonction dramatique. Certains enjeux émotionnels n'ont plus le temps de mûrir, et la Director's Cut ralentit cette mécanique. Il accepte davantage de moments de transition, de silence et d'échange. 3 cesse alors d'être uniquement une succession de grands événements historiques pour devenir aussi l'histoire des individus pris dans ces événements. Le spectateur passe plus de temps avec les personnages, il connaît mieux leurs aspirations, leur humanité, leurs hésitations. Et lorsque la catastrophe finit par les rattraper, celle-ci paraît moins abstraite. La chute de Troie cesse d'être la conclusion attendue d'un mythe célèbre, elle devient la destruction progressive d'un monde que le film a pris davantage de temps à construire. Faut-il pour autant considérer le Director's Cut comme la version définitive ? La question divise encore les amateurs du film. En réalité, les deux lectures se défendent, car elles ne poursuivent pas le même objectif. La version sortie en salle cherche avant tout à raconter la guerre de Troie. La version longue cherche davantage à faire ressentir ce qu'elle coûte. Et peut-être faut-il résister à la tentation de choisir. Après tout, l'existence de ces deux Troies n'est pas aussi étrangère à l'esprit de l'Iliade qu'on pourrait le croire. Nous avons tendance à imaginer le poème homérique comme un texte immuable, transmis intact depuis près de 3 millénaires. Pourtant, l'Iliade fut d'abord une performance, un chant porté par des voix humaines. Un récit qui passait d'un Aède à l'autre, d'une cité à l'autre, d'un public à l'autre. Or, un chant n'est jamais reproduit à l'identique. Il se module, s'étire, se contracte. Certains épisodes gagnent en importance, d'autres s'effacent. Une formule est ajoutée, une autre disparaît. Le cœur du récit demeure, mais son incarnation varie selon celui qui le raconte et ceux qui l'écoutent. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Petersen s'inscrit consciemment dans cette tradition orale, mais il existe quelque chose de fascinant dans le fait que cette adaptation moderne de l'Iliade nous soit elle aussi parvenue sous plusieurs formes, 2 récits,
deux rythmes, deux manières d'habiter la même histoire. Comme si le vieux chant homérique retrouvait malgré lui sa plasticité originelle. Le spectateur de 2004 n'a donc pas tout à fait vu le même film que celui qui découvre aujourd'hui le Director's Cut. Tout comme un auditeur athénien n'entendait probablement pas exactement le même chant qu'un auditeur ionien, plusieurs générations auparavant. L'histoire reste la même. Achille mourra, Troie brûlera, la mémoire survivra au héros. Mais le chemin emprunté pour parvenir à cette fin peut encore changer. Et c'est peut-être là l'une des plus belles ironies de cette adaptation. 3000 ans après Homère, l'Iliade continue d'exister comme elle a toujours existé, non comme une œuvre parfaitement immobile, mais comme un récit vivant, capable de prendre plusieurs formes sans jamais cesser d'être lui-même. À ce stade de notre plongée dans l'œuvre homérique, vous avez sans doute compris que Troie n'est pas seulement une adaptation de l'Iliade, elle est davantage que cela. Si l'on considère le Director's Cut comme la version de référence, le cœur proprement iliadique du film s'étend approximativement de la 68e jusqu'à la 159e minute du métrage. Autrement dit, l'Iliade constitue bien le centre du récit, mais seulement son centre. Tout ce qui précède relève de la mise en place. Tout ce qui suit appartient de la conclusion du cycle troyen. Et ce choix est probablement le seul qu'un film de cette ampleur pouvait faire. Car Homère chante pour un public qui connaît déjà son histoire. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi Hélène se trouve à Troie, pourquoi les rois grecs se sont unis, ni même pourquoi Achille est le plus grand des héros. Son auditoire possède déjà toutes ces clés. Le cinéma moderne, lui, ne peut plus faire cette économie. Il doit construire des enjeux avant de pouvoir les mettre en crise. Le long prologue consacré à l'enlèvement d'Hélène, aux ambitions impériales d'Agamemnon ou encore au débarquement des Achéens ne constitue donc pas un simple ajout spectaculaire. Il fabrique le contexte émotionnel sans lequel la colère d'Achille perdrait une grande partie de sa portée. De la même manière, il aurait été difficile, voire frustrant pour un spectateur contemporain de quitter la salle sur les funérailles d'Hector. Depuis près de 3000 ans, la guerre de Troie évoque immédiatement une autre image. Le cheval, la nuit, les flammes, la chute brutale d'une cité. A horse. Yes, a great wooden horse. I don't understand. Will it fight? Cette attente est devenue si profondément inscrite dans notre imaginaire collectif que de ne pas le montrer aurait donné l'impression d'un récit inachevé. Peterson ajoute donc un troisième acte, non pour corriger Homère, mais pour répondre aux habitudes narratives du cinéma contemporain, qui privilégie les récits complets, les résolutions définitives et les conclusions spectaculaires. En réalité, le film ne modifie pas tant l'Iliade qu'il lui construit un écrin, un prologue pour rendre la tragédie intelligible, un épilogue pour lui offrir la conclusion que le public attend. Et c'est peut-être là que réside son adaptation la plus subtile, car une fois cette architecture mise en place, le récit homérique peut presque se dérouler tel quel. Le choix des acteurs pour ce film est révélateur de la conception même de l'œuvre. Nous n'allons pas tous les détailler tant le casting aurait de quoi faire rêver n'importe quel réalisateur, mais il faut s'attarder sur les figures centrales. Et d'abord sur celle qui occupe le centre de l'écran autant que celle de la campagne marketing. Brad Pitt. Tu veux que je te dise, Utivich? Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre. En 2004, Pitt n'est pas seulement un acteur populaire. Il est déjà une image, une icône, un visage saturé de rôles devenus iconiques, ayant joué pour et avec les plus grands. Le magazine People l'a déjà élu à 2 reprises homme le plus sexy du monde. Mais cette étiquette médiatique ne dit qu'une chose très partielle de son statut, celui d'un acteur devenu une forme de mythe contemporain. Sa filmographie ressemble déjà alors à une galerie de portraits presque archétypale. Le soldat halluciné de l'armée des 12 singes, l'impétueux détective de Seven, le frère insaisissable de Légende d'automne, le moine errant de 7 ans au Tibet, l'ange de la mort de Rencontre avec Joe Black, puis Tyler Durden dans Fight Club, l'un des personnages les plus commentés du cinéma américain moderne. Sans oublier Snatch et Ocean's 11 qui installent définitivement son aura de charisme détaché, presque irréel. Autrement dit, Achille arrive déjà précédé par une série de figures de violence, de retrait, de séduction et de destruction. Il n'est pas un visage neutre auquel on viendrait ajouter un personnage. Il est un réservoir de personnages antérieurs. Et c'est précisément ce qui fait sens dans une adaptation comme Troie. Car Achille, chez Homère, est déjà une figure excessive. Le meilleur des Achéens, le plus rapide, le plus redouté, mais aussi celui qui se retire du monde, qui refuse la guerre, qui revient pour la vengeance, puis qui se laisse emporter par une fureur presque inhumaine. Brad Pitt ne vient pas contredire cette ambivalence. Il la prolonge. Il la rend immédiatement lisible pour un spectateur du début du XXIe siècle. Avant même qu'Achille ne parle, le spectateur reconnaît en lui une familiarité, celle d'un homme toujours légèrement en dehors du monde, toujours à la frontière entre contrôle et abandon. Il est d'ailleurs intéressant de se pencher sur les modifications apportées à la relation entre Achille et Patrocle.
Je t'ai appris à te battre, mais jamais à décider pourquoi. Je me bats pour toi. Et pour qui te battras-tu après ma mort? Les soldats se battent pour des rois qu'ils n'ont même jamais rencontrés. Ils font ce qu'on leur dit et meurent quand on le leur ordonne. Les soldats obéissent. Ne gâche pas ta vie à suivre les ordres de quelques fous. Car dès le casting, quelque chose se renverse. Patrocle est incarné par Gareth Edlund, alors tout jeune acteur et qui accuse un écart d'âge de plus de 20 ans avec Brad Pitt. Or, chez Homer, la relation entre les deux hommes ne repose pas seulement sur une proximité affective ou une fraternité d'armes. Elle est aussi inscrite dans un ordre générationnel précis. Patrocle est l'aîné, celui qui a déjà connu la guerre avant Achille, celui qui l'accompagne et le guide dans ses premiers pas de guerrier et même dans sa vie d'adulte. Le film inverse discrètement cette donnée fondamentale. Patrocle devient plus jeune, plus fragile, presque dépendant d'Achille qui devient un totem paternel autoritaire mais révéré. Ce simple déplacement reconfigure toute leur dynamique. Là où le poème installe une relation d'égal à aîné avec une dimension de responsabilité implicite, Troie tend à transformer le lien en relation d'admiration et de prolongement. Patrocle n'est plus celui qui précède, mais celui qui accompagne. Et ce glissement n'est pas anodin, car il prépare une autre lecture du drame à venir. Dans cette version du récit, la mort de Patrocle n'est plus seulement la perte d'un compagnon de guerre, elle devient la rupture d'un lien presque filial. Un basculement émotionnel qui renforce encore la figure d'Achille comme héros isolé, privé non seulement de son égal, mais aussi de ce qui, désormais, ressemble à un double plus jeune de lui-même. Où est Patrocle? Patrocle! Nous pensions que c'était vous, monseigneur. Il portait votre armure, votre bouclier, vos jambières, votre casque. Il se déplaçait même comme vous. Où est-il? Où est-il? Il est mort. Hector lui a tranché la gorge. Le même type de glissement est à l'œuvre dans la construction d'Hector. Interprété par Eric Bana, alors déjà identifié par le public international, le prince troyen apparaît d'emblée comme une figure de stabilité. Là où Achille est précédé par une aura de déséquilibre et d'excès, Hector est construit dans l'économie inverse, celle de la mesure, du devoir et de la continuité dynastique. Chez Homère, pourtant, la figure d'Hector est loin d'être un simple pôle de vertu opposé à la fureur achilléenne. Il est un guerrier, certes, mais aussi un acteur politique, pris dans un système de contraintes, de discours, de négociations avec le destin et avec les dieux. Il doute, il hésite, il cède parfois à la pression du groupe troyen. Il tente de concilier l'honneur personnel et la survie de la cité. Dans Troie, cette épaisseur est en partie recentrée. Hector devient avant tout le visage du bon prince, le protecteur, l'homme du devoir, le père aimant, celui qui incarne une forme d'idéal guerrier, mais tempéré par une humanité constante, presque domestique dans certaines scènes. Toute ma vie, j'ai respecté un code, et ce code est simple. Honore les dieux, aime ta femme, et défends ton pays. Troie est comme une mère pour nous tous. Défendez-la! Même ces dilemmes semblent orientés vers une lisibilité morale immédiate. Faut-il défendre la cité ou céder au conseil de prudence? Faut-il rester au cœur du combat ou rentrer auprès des siens? Le personnage est ainsi moins traversé par des forces contradictoires que par une ligne claire de responsabilité. Cette simplification n'est pas pour autant une perte. Elle correspond à une logique propre au cinéma contemporain, qui cherche des figures rapidement identifiables, capables de créer une émotion sans médiation culturelle complexe. Mais elle a un effet secondaire important. Elle rapproche Hector d'un archétype moderne du héros civilisé, celui qui ne cherche pas la gloire pour lui-même, mais assume le poids d'un monde qu'il tente de maintenir debout. Face à lui, Achille devient d'autant plus instable, et la guerre de Troie se restructure autour de ce contraste presque binaire. D'un côté l'excès, de l'autre la mesure. D'un côté la légende, de l'autre l'ordre. Virez de bord, on retourne à Sparte. Hissez la grand voile! Attends, jeune fou, écoute-moi. Réalises-tu ce que tu as fait? Sais-tu combien d'années notre père a œuvré pour la paix? Je l'aime. Oh. Tout ça n'est rien de plus qu'un jeu pour toi. Tu bagnotes de ville en ville pour coucher avec les femmes des marchands et des temples. Et tu penses connaître quelque chose à l'amour? Que fais-tu de l'amour de ton père que tu as bafoué en emmenant cette femme sur ce navire? Que fais-tu de l'amour pour ton pays? Tu laisserais Troie brûler pour cette femme? Chez Homère, cette opposition est bien plus poreuse. Hector peut fuir, Achille peut compatir, les dieux peuvent inverser les rôles.
Dans le film, ces zones d'indécision sont réduites au profit d'une dramaturgie plus nette, où chaque personnage tend à occuper une fonction morale identifiable, sans pour autant construire une opposition entre un parfait camp du bien et un parfait camp du mal. Hector devient ainsi non seulement un adversaire, mais une forme de miroir stable, un point d'ancrage dans un récit qui, sans lui, basculerait entièrement du côté de la démesure. Le cas de Paris est encore plus révélateur de cette logique de reconfiguration. Interprété par Orlando Bloom, alors en pleine ascension internationale, le personnage bénéficie d'un capital sympathie immédiat auprès du public. Dans l'imaginaire cinématographique du début des années 2000, il incarne une forme d'innocence fragile, presque éthérée, que le film va exploiter sans détour. Chez Homer pourtant, Paris n'a rien d'un héros romantique. Il est une figure problématique, souvent décrite comme peu fiable au combat, protégé par Aphrodite, davantage acteur déclencheur que véritable guerrier. Son rôle dans la guerre de Troie est moins celui d'un protagoniste tragique que celui d'un point de bascule narratif, celui par lequel le conflit entre dans le monde des hommes. Dans Troie, cette dimension est profondément reconfigurée. Paris devient d'abord un jeune homme amoureux, un personnage mu par le désir plutôt que par le calcul politique ou la logique héroïque. L'enlèvement d'Hélène n'est plus seulement l'acte fondateur d'une guerre antique, il est présenté comme une transgression sentimentale presque intime, inscrite dans une logique de romance contrariée. Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. Ce déplacement est essentiel, car il transforme un geste mythique en erreur humaine, et une erreur humaine en histoire d'amour impossible. Le film ne supprime pas totalement la responsabilité de Paris dans le déclenchement du conflit, mais il la recontextualise dans un registre émotionnel immédiatement accessible pour un spectateur contemporain. Paris n'est plus seulement celui qui provoque la guerre, il devient celui qui aime au mauvais endroit, au mauvais moment, contre les règles d'un monde qui le dépasse. Cette relecture a une conséquence directe sur la structure morale du récit. Elle atténue la dimension politique de l'enlèvement d'Hélène, qui chez Homère s'inscrit dans un réseau complexe d'hospitalité, d'honneur et de dette entre royaumes. Dans le film, cette complexité est en grande partie absorbée par la logique du choix individuel. Paris choisit Hélène, et Hélène choisit Paris. Et le monde réagit à cette décision comme à une faute personnelle devenue catastrophe collective. Ce glissement vers une causalité émotionnelle est au cœur de la lecture moderne du mythe. Il permet de rendre lisible une guerre qui, sans cela, relèverait d'une logique presque étrangère au spectateur contemporain. Mais il produit aussi un effet secondaire important. Il dépolitise partiellement le déclenchement du conflit en le ramenant à une histoire de désir et de transgression individuelle. Ainsi, là où Homère ouvre une guerre entre cité et alliance, Troie commence par une histoire d'amour impossible. Une transformation loin d'être anodine, car elle dit quelque chose de la manière dont le cinéma contemporain préfère souvent comprendre les catastrophes, non comme le résultat de systèmes, mais comme la somme de décisions humaines, intimes, immédiatement racontables. Ils pensent que je vais faire voile demain dès l'aube. Peut-être le devrions-nous. Fuir, comme un chien battu. Nos hommes pensent qu'ils sont venus pour reprendre la femme de votre frère. Je ne vois pas ce qu'il en ferait maintenant. Le sang de mon frère mouille encore le sable et toi, tu l'insultes. Il n'y a aucune insulte à dire qu'un homme mort est mort. Si nous partons maintenant, nous perdrons toute crédibilité. Si les Troyens peuvent nous vaincre si facilement, dans combien de temps les Hittites nous envahiront-ils? Si nous restons, nous devons le faire pour les bonnes raisons, pour protéger la Grèce et non votre fierté. Avec Agamemnon, le film change encore de registre. Interprété par Brian Cox, qui déclarera plusieurs années plus tard avoir personnellement tout fait pour obtenir le rôle, le roi des Achéens devient l'incarnation d'un pouvoir à la fois archaïque et immédiatement lisible pour un spectateur contemporain. Chez Homère, Agamemnon est déjà une figure problématique. Chef de l'expédition, mais chef contesté, régulièrement mis en tension avec les autres rois grecs, et notamment avec Achille. Son autorité ne va jamais de soi. Elle doit sans cesse se négocier, se justifier, se réaffirmer dans un univers où le prestige militaire compte autant que la hiérarchie officielle. Dans Troie, cette dimension est conservée, mais recentrée autour d'une logique beaucoup plus directe, celle de l'ambition politique. Agamemnon n'est plus un chef de guerre parmi d'autres, il devient le moteur stratégique du conflit, celui qui agrège les forces grecques, les maintient ensemble et oriente la guerre vers un objectif qui dépasse largement la seule récupération d'Hélène. Le film insiste ainsi sur une lecture contemporaine du pouvoir, celle d'un souverain qui pense en termes d'expansion, d'hégémonie, de domination territoriale et culturelle. La guerre de Troie cesse alors d'être uniquement une affaire d'honneur blessé pour devenir progressivement une guerre de conquête. Ce glissement est essentiel dans la dramaturgie du film. Il permet de donner une cohérence à des actions qui, dans le poème homérique, relèvent souvent d'un entrelacement complexe de motivations individuelles, de dette d'hospitalité et de rivalité entre Dieu et homme. Ici, la logique est simplifiée. Agamemnon veut Troie. Elle est la clé d'un contrôle total sur le monde grec.
et la guerre devient l'instrument de cette ambition. Avant moi, la Grèce n'était rien. Grâce à moi, tous les royaumes grecs sont unifiés. J'ai fait une nation de mangeurs de serpents et d'adorateurs du feu. Celui qui bâtit le futur Nestor, c'est moi! Achille, c'est le passé. Un homme qui ne défend aucun étendard. Et ne montre de loyauté envers aucun pays. Ce recentrage a une conséquence importante. Il transforme Agamemnon en figure de césarisme, un chef d'État avant l'heure, un stratège politique dont les décisions personnelles engagent des milliers d'hommes dans un conflit prolongé. Dans cette perspective, son affrontement avec Achille prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement d'un conflit d'orgueil entre deux guerriers, mais d'une tension structurelle entre deux conceptions du pouvoir, celle de l'autorité politique centralisée et celle de la gloire individuelle. Et cette clarté, si elle simplifie certaines nuances présentes chez Homère, renforce la lisibilité globale du récit pour un spectateur contemporain. Agamemnon devient le point d'ancrage rationnel d'un monde encore traversé par les dieux dans le poème, mais désormais entièrement livré au calcul bassement humain. À travers lui, Troie affirme une chose essentielle. La guerre n'est plus une fatalité mythologique, elle est une décision politique. Il faut d'ailleurs ajouter un élément décisif dans la construction du personnage d'Agamemnon, un ajout qui modifie profondément la logique du film, la mort de Ménélas. Dans l'Iliade, Ménélas est un acteur central du déclenchement du conflit, mais il ne meurt pas. Son existence continue structure en partie les enjeux de la guerre, notamment autour de la question de l'honneur bafoué et de la restitution d'Hélène. Je veux qu'elle revienne. C'est tout à fait normal. Cette femme est magnifique. Je veux qu'elle revienne afin de pouvoir la tuer de mes propres mains. Et je ne trouverai le repos que lorsque Troie sera réduite en cendres. Ne voulais-tu pas la paix avec Troie? J'aurais dû t'écouter. La paix, c'est bon pour les femmes. Et les faibles. En revanche, dans Troie, le film choisit de lui donner une fin brutale des mains d'Hector. Et cette fin change tout, car elle permet de transformer une guerre aux motivations multiples en une histoire de vengeance personnelle. Agamemnon ne mène plus seulement une expédition destinée à asseoir la puissance grecque ou à restaurer l'honneur d'un roi offensé. Il devient le frère d'un homme tué, et cette bascule est fondamentale. Elle simplifie la causalité du conflit en la ramenant à une logique émotionnelle immédiate, celle du deuil et de la revanche. À partir de là, les choix d'Agamemnon ne relèvent plus de la stratégie ou de l'ambition impériale. Ils sont contaminés par une colère intime. La politique se charge de personnel, et le chef de guerre devient un personnage de plus en plus instable, traversé par une forme d'excès qui ne s'explique plus seulement par le pouvoir, mais par la perte. Cette transformation du récit est parfaitement mise en scène par une série de plans courts. Après le coup fatal porté par Hector, nous découvrons le visage choqué d'Agamemnon, puis ceux de Priam et Hélène qui ont saisi l'ampleur de l'événement. Même Achille, jusqu'ici distant, marque par sa seule présence l'ampleur du changement. Le combat est terminé. Le combat n'est pas terminé. Ne reste pas là, prince Hector. Je l'achèverai à tes pieds, ça m'est égal. Il est mon frère. Cette modification agit comme un accélérateur narratif. Elle donne au film une lisibilité dramatique forte. La guerre n'est plus seulement une entreprise collective, elle devient une réponse à une blessure. Mais elle transforme aussi Agamemnon en figure de plus en plus extrême, dont les décisions semblent désormais guidées autant par la logique du conflit que par une volonté de réparation impossible. Alors, Ulysse, tu as trouvé un moyen pour que les moutons invitent les loups à dîner? Intéressons-nous à la vision offerte d'Ulysse, incarnée par Sean Bean. D'emblée, le personnage porte avec lui le poids d'une attente considérable. Ulysse n'est pas seulement un roi grec parmi d'autres, il appartient déjà à un autre récit, à une autre mémoire, celle du retour, de la ruse, de l'Odyssée en gestation. Le film le sait, et c'est pourquoi il l'entoure de signes discrets, presque en avance sur eux-mêmes. Dans le Director's Cut, son introduction suggère déjà ce qu'il deviendra. Un homme de calcul, de stratégie, mais aussi d'inquiétude lucide. Sa relation avec son chien Argos n'est pas encore un souvenir de retour impossible, mais elle en porte déjà la trace. Well, I'm gonna miss my dog. King Agamemnon has a favor to ask of you. Of course he does. De même, ce malaise diffus face à la guerre qui s'annonce donne au personnage une dimension légèrement décalée, comme s'il regardait déjà au-delà de Troie. Ulysse est ici une figure en excès de récit. Il appartient à l'Iliade tout en la dépassant, comme si le film, en le plaçant dans ce coin du cadre, ouvrait sans le dire une porte vers ce qui viendra après. Et puis, au milieu de ces jeunes visages encore en train de se constituer en mythe, surgit une présence d'un autre âge, Peter O'Toole. What is your name? My name is for my friend.
Un nom qui ne désigne plus seulement un acteur, mais une époque entière du cinéma. Avec lui, ce sont les grandes fresques d'avant la nouvelle Hollywood qui semblent entrer dans le champ. Les superproductions, où l'histoire antique portait encore une forme de gravité théâtrale, presque solennelle. Dans 3, Priam devient autre chose qu'un roi troyen. Il devient une mémoire du cinéma lui-même, un survivant, quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer sans pouvoir en infléchir le cours, mais qui conserve jusque dans sa chute une forme de dignité intacte. Face aux Grecs, il n'y a plus seulement un adversaire politique, il y a un père. Ta tête pourrait finir sur une broche en un clin d'œil. Crois-tu vraiment que la mort m'effraie à présent? J'ai vu mon fils aîné mourir. Je t'ai vu traîner sa dépouille derrière ton char. Redonne-moi mon fils. Il a le droit d'avoir des funérailles convenables, tu le sais bien. Redonne-moi mon fils. Enfin, les figures féminines viennent comme resserrer silencieusement cette architecture. Hélène, Briseis, Andromaque, incarnés respectivement par Diane Kruger, Rose Byrne et Saffron Burrows. 3 points de tension, 3 manières différentes de faire entrer la guerre dans le domaine du sensible. Hélène n'est plus seulement la cause du conflit, elle en devient une zone de projection, une surface sur laquelle viennent se déposer les discours des hommes, leurs justifications, leurs récits de légitimation. Dans 3, elle parle peu, mais elle est constamment parlée, regardée, déplacée. Comme si le film lui-même refusait de lui donner une épaisseur psychologique stable, pour mieux montrer qu'elle est avant tout un objet de narration. Autour d'elle, les raisons de la guerre se déforment sans cesse. L'honneur, le désir, la politique, la possession. Elle n'est jamais le centre fixe du conflit, mais son point de déstabilisation permanent. Father, this is Helen. Helen? Helen of Sparta? Helen of Troy. I've heard rumors of your beauty. For once, the gossips were right. Briseis, elle, opère un déplacement d'un autre ordre. Elle fait glisser la guerre hors du champ héroïque. Avec elle, le conflit cesse d'être une abstraction stratégique ou une épopée de gloire pour devenir une économie affective de la possession et de la perte. Elle n'est pas seulement la captive d'Achille, elle est ce par quoi Achille cesse d'appartenir au monde des combattants pour entrer dans celui de la rétention, de l'abandon, de la blessure intime. Là où la guerre homérique est structurée par l'honneur et la reconnaissance publique, Briseis introduit une autre logique, celle du lien privé, irréductible au champ de bataille. Et c'est précisément ce glissement qui transforme la colère d'Achille en mouvement circulaire, presque refermé sur lui-même, où la violence ne s'exerce plus seulement contre l'ennemi, mais contre la perte elle-même. Les prises de guerre. Je n'ai rien contre vous, mes frères, mais soit vous la relâchez, soit votre vie s'achève ici. Choisissez. Garde! Arrêtez! Beaucoup trop d'hommes sont morts aujourd'hui. Tuer, c'est tout ce que vous savez faire. Vous êtes maudits. Je refuse qu'on meure pour moi. Andromaque, enfin, appartient déjà au monde d'après. Elle n'est pas seulement celle qui subit la guerre le plus durement, mais celle qui en anticipe les effets avec une lucidité presque insupportable. Là où les héros se projettent dans la gloire ou la stratégie, elle parle depuis la fin déjà visible. Ces scènes avec Hector portant d'elle une forme d'avance tragique. Chaque échange est traversé par ce que le spectateur sait déjà, mais qu'elle formule comme une évidence intime. Elle ne décrit pas la guerre, elle en enregistre la conséquence avant même qu'elle ne soit advenue. En cela, elle introduit dans le récit une temporalité différente, presque dissidente, celle de la catastrophe déjà comprise. À travers ces femmes, le film cesse d'être uniquement une chronique de héros masculins en action. Il devient un tissu de conséquences. Et le mythe, au lieu de se déployer dans la grandeur, se resserre lentement autour des vies qu'il broie, déplace ou réduit à des fonctions de récit. Ce que les personnages féminins révèlent, ce n'est pas seulement une autre perspective sur la guerre, c'est la manière dont la guerre elle-même, dans 3, cesse d'être un événement héroïque pour devenir une machine à redistribuer les existences. Il sait ici que le casting révèle pleinement sa fonction, car ces choix d'acteurs ne servent pas uniquement à incarner des personnages, ils participent directement à la narration. On pourrait presque parler d'un casting mythologique. Non pas au sens où il représenterait fidèlement les figures antiques, mais parce qu'il mobilise des images déjà constituées dans l'imaginaire cinématographique contemporain. Ce qui te concerne, c'est la guerre, mon ami. Tu crois? Cet homme n'a aucun honneur. Laisse Achille se battre pour l'honneur, laisse Agamemnon se battre pour le pouvoir et laisse les dieux décider quel homme recevra les lauriers.
Pete ne joue pas Achille comme une page blanche. Il arrive déjà saturé de rôles antérieurs, de figures de violence, de retrait, de séduction ambiguë. Banan n'incarne pas seulement Hector, il porte une image immédiatement lisible de solidité morale presque archétypale. Bloom, quant à lui, déplace Paris vers une figure déjà familière du jeune héros romantique fragile. Le film ne travaille donc jamais avec des personnages neutres. Il travaille avec des figures déjà mythifiées, et c'est cette mémoire préalable qui oriente en partie la lecture du récit. Ainsi, une grande partie de la tragédie ne naît pas uniquement de ce qui est raconté, mais de ce que le spectateur reconnaît avant même qu'il ne nous soit raconté. Le mythe ne passe plus seulement par les mots ou la structure de l'Iliade, il passe par des visages déjà chargés de récits. Car si Peterson nous donne à voir la guerre de Troie, il nous montre aussi autre chose en creux, quelque chose de plus discret mais de plus décisif encore. La manière dont une culture moderne fabrique ses propres mythes à partir de ceux qu'elle prétend simplement adapter. S'ils racontent un jour mon histoire, laissez-les dire que j'ai marché aux côtés de géants. Les hommes se lèvent et tombent comme le blé d'hiver, mais leur nom ne meurt jamais. Laissez-les dire que j'ai vécu à l'époque d'Hector, dresseur de chevaux. Laissez-les dire que j'ai vécu à l'époque d'Achille. Souviens-toi, nous avons commencé avec Homère, avec un chant, avec une pulsation, avec une mémoire de guerre où les hommes ne combattaient jamais seuls, où chaque geste portait l'ombre d'une autre force, invisible, insistante, toujours en retrait. Et peu à peu, en traversant Troie, cette épaisseur s'est transformée. Les causes se sont humanisées, les figures se sont incarnées dans des corps déjà connus, déjà chargés avec d'autres récits, et la guerre s'est resserrée autour d'un espace entièrement lisible, celui des choix, des passions, des stratégies humaines. Mais dans ce resserrement, quelque chose continue de circuler, quelque chose qui ne vient ni tout à fait d'Homère, ni tout à fait du film lui-même, quelque chose qui passe par les visages, par ces acteurs devenus à leur tour des figures presque mythologiques. Achille n'est plus seulement un héros grec, il est aussi Brad Pitt, et tout ce que ce nom transporte déjà d'images et de mémoire cinématographique. Hector devient une forme de noblesse tragique immédiatement reconnaissable, Paris, le visage d'un désir romantique déjà raconté ailleurs. Et c'est peut-être là que se joue le véritable déplacement, non dans la fidélité au texte, mais dans la circulation des formes, dans la manière dont un mythe ancien traverse un autre système de récit pour continuer à exister autrement. Alors oui, Troie raconte la guerre de Troie, mais il raconte surtout ceci, qu'un mythe ne disparaît jamais dans son adaptation. Il change simplement de langue, de corps, de ton. Et c'est précisément cette question du ton, de la manière dont une figure sacrée ou fondatrice survit à son passage dans le cinéma contemporain, que nous explorerons dans le prochain épisode. Car si les héros grecs ont trouvé de nouveaux visages à Hollywood, une autre figure, plus centrale encore, traverse toute notre culture occidentale, avec une intensité incomparable. Une figure dont chaque adaptation engage une question bien plus vaste que celle de la fidélité ou de la reconstitution. Une figure autour de laquelle se joue toute la tension entre récit, croyance et représentation. Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu et de l'humanité. Hail Messiah! I'm not the Messiah! I say you are Lord and I should know I followed a few! Hail Messiah! Merci à vous d'avoir écouté ce second épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de le liker, le commenter et de le partager. Si vous souhaitez soutenir la production des prochains épisodes, le lien vers une page Tipeee se trouve dans la description. À bientôt dans Mythobobine, là où les mythes entrent en scène et où le cinéma les réinvente.